Et si la prochaine phase du conflit ne redessinait pas seulement la carte de l'Ukraine, mais bouleversait l'équilibre de toute l'Europe? En seulement 12 mois, la ligne de front a reculé de façon dramatique, transformant le paysage géopolitique sous nos yeux. Ce n'est pas un simple jeu de territoire, chaque mètre carré abandonné emporte des vies, des villes, des espoirs. 44 millions de mètres carrés. Cette superficie, l'Ukraine vient de la perdre. Ce n'est pas juste une statistique, ce sont des localités entières effacées, des infrastructures vitales détruites, des carrefours logistiques cruciaux anéantis, pour l'armée comme pour des millions de civils. Dans le même temps, la Russie rassemble une force militaire inédite dans la région. Plusieurs centaines de milliers de soldats, appuyés par des réserves stratégiques colossales, sont déployés sur des axes critiques. Ils attendent, prêts à frapper là où la défense ukrainienne s'étiole. Des villes comme Kramatorsk et Seversk sont devenues des remparts. Leur chute ne signifierait pas seulement la perte de l'Est, mais ouvrirait une brèche vers Kharkiv, Tchernihiv et au-delà. Leur destin ne tient qu'à un fil, dans une guerre où chaque journée change la donne. L'Europe peut-elle détourner le regard? Si l'Ukraine perd ses bastions, c'est la crédibilité occidentale qui vacille, la stabilité du continent qui chancelle. Les enjeux dépassent Kiev et Moscou. Ils concernent chaque citoyen européen, chaque euro investi dans la sécurité commune, chaque promesse d'alliance. Comment en est-on arrivé à ce point de bascule? Pourquoi cette phase du conflit est-elle si explosive? Pour comprendre, revenons sur la succession d'événements et de stratégies qui ont mené à ce face-à-face sans précédent. Pour saisir l'ampleur de ces bouleversements, il faut retracer les manœuvres et décisions qui ont précipité ce nouvel affrontement. Tout commence par une série d'échecs tactiques et de choix cruciaux, des deux côtés du front. Pourquoi observe-t-on une accélération soudaine du front à l'est de l'Ukraine? En 12 mois, la ligne de front a reculé, lentement mais inexorablement, au détriment des Ukrainiens. Ce basculement n'est pas anodin. Il traduit l'épuisement d'une armée contrainte à tenir sans répit face à un adversaire qui bénéficie désormais d'un réservoir humain et logistique gigantesque. Derrière chaque kilomètre abandonné se dissimulent des cités stratégiques métamorphosées en bastions. Prenons Seversk, cette position clé, fortifiée depuis 2014, a vu s'ériger, durant près de 10 ans, des labyrinthes de bunkers et de tranchées, conçus pour résister à l'assaut. Cependant, malgré des préparatifs méticuleux, la défense locale ploie sous la pression. La méthode russe est d'une régularité implacable. Une première phase d'affaiblissement intense par l'artillerie et l'aviation démolit la résistance et sème la confusion à l'arrière. Suit l'encerclement, les défenseurs sont coupés de toute retraite, piégés, avant que ne survienne l'assaut final. Pour les civils, les conséquences sont terribles. À Kramatorsk, des dizaines de milliers de personnes fuient en urgence, signe que la ligne de défense s'effondre et que la ville est menacée de disparition. L'exode massif révèle la fragilité croissante de la résistance ukrainienne. Ce recul n'a rien de purement tactique. À chaque perte, ce sont des vies, des infrastructures et la capacité même de l'Ukraine à se défendre qui s'amenuisent. Le pays s'affaiblit, la région s'instabilise et l'impact se répercute bien au-delà de ses frontières. Dans le même temps, la Russie a injecté une force inédite dans le conflit. Près de 400 000 soldats sous contrat ont rejoint le front en l'espace d'une année. Cet afflux massif donne à Moscou un avantage numérique considérable, permettant de mener plusieurs offensives simultanées. Au-delà de la poussée actuelle, c'est une stratégie d'usure à long terme qui s'impose. L'objectif n'est plus seulement de grignoter du terrain, mais de forcer l'adversaire à la rupture en épuisant ses ressources humaines et matérielles. Cette mécanique patiente et calculée redéfinit la dynamique du conflit. Mais derrière ces manœuvres militaires, une autre bataille se joue, plus discrète mais tout aussi décisive, celle de la logistique et de l'approvisionnement. Car sans flux constant de munitions, de carburant et de matériel, aucune armée ne peut tenir longtemps. Peut-on vraiment défendre une ville plongée dans l'obscurité, coupée de ravitaillement et encerclée de toutes parts? À l'est de l'Ukraine, cette question est devenue un test concret. L'armée russe mise sur l'épuisement patient de la défense ukrainienne, bien plus que sur des assauts frontaux. Depuis des mois, Moscou applique une tactique éprouvée. Les infrastructures énergétiques, centrales, sous-stations, réseaux, subissent des frappes ciblées. Résultat, la lumière s'éteint, les transmissions ralentissent, la logistique titube. Pour les civils comme pour les soldats, le quotidien devient une lutte contre la désorganisation et la peur. Mais l'asphyxie énergétique n'est qu'un début. Progressivement, les forces russes referment l'étau, entamant la logistique. Ce scénario s'est répété autour de Kharkiv, dans le Donbass, et dans des villes comme Avdiivka ou Kupiansk.
À chaque fois, le but est limpide: isoler les défenseurs en détruisant méthodiquement ponts, routes, voies de ferrées. Lorsqu'un pont saute, c'est parfois une brigade entière qui se retrouve coupée, privée de renforts, de munitions ou d'évacuation médicale. L'isolement s'installe, la panique menace, la résistance se fissure. Avdiivka en a fait les frais. La coupure des derniers accès a précipité la chute de la garnison. Désormais, la même mécanique se met en place autour de Kharkiv, où la destruction d'infrastructures clés prépare un encerclement progressif. Dans la région de Kupiansk, la lente avancée russe s'accompagne de frappes pour rendre la défense intenable avant même l'assaut. À la frontière de Tchernihiv et Kharkiv, la concentration de troupes russes atteint des sommets inédits depuis le début du conflit. Des dizaines de milliers de soldats, soutenus par un arsenal colossal, attendent le signal pour déborder les lignes ukrainiennes et ouvrir de nouveaux fronts. L'étau pourrait s'élargir bien au-delà des actuels points de contact. Face à cette pression, le haut commandement ukrainien fait face à un dilemme cruel. Pour renforcer un secteur menacé, il faut déshabiller un autre front, au risque de provoquer une brèche ailleurs. Chaque mouvement devient un pari dangereux, la menace d'un effondrement soudain plane sur la défense. Le vrai danger, c'est qu'en cas de rupture, des villes entières pourraient en tomber en quelques semaines. Ce serait un basculement brutal, redéfinissant la carte du conflit et déclenchant des conséquences humaines et politiques incalculables. Ici, l'épuisement logistique et psychologique devient une arme aussi redoutable que l'artillerie. Jusqu'où cette spirale d'encerclement peut-elle aller, et quelles issues restent ouvertes pour l'Ukraine? Mais même sous cette pression extrême, certaines poches de résistance continuent de surprendre. Comment l'Ukraine tente-t-elle de s'adapter à ce piège qui se resserre? Le front ukrainien pourrait-il s'effondrer subitement, déclenchant un séisme géopolitique? La perte de villes comme Mirnograd ou Seversk ébranle l'ensemble de la défense orientale. Un effet domino semble inéluctable. Lorsqu'un verrou saute, les arrières deviennent exposés, précipitant la panique. La menace se concentre maintenant sur Kramatorsk, cœur industriel et logistique de la région. Jadis peuplée de près de 200 000 âmes, la cité n'en abrite plus qu'une poignée, paralysée par l'angoisse. Si elle tombe, c'est tout un réseau d'agglomérations, dont Slaviansk et Konstantinovka, qui risquent l'encerclement, accélérant l'isolement de larges pans du territoire. Dans ce contexte, la Russie cherche à instaurer une vaste zone tampon. Officiellement, il s'agirait de protéger ses frontières d'éventuelles frappes. Mais ce corridor bouleverse l'équilibre militaire, augmentant la pression sur les ultimes bastions ukrainiens et menaçant de couper le pays d'est en ouest. Pour l'Ukraine, la crise est totale. L'économie s'effondre, privée de ressources et de réseaux vitaux. La mobilisation atteint des extrêmes inédits, tandis que les pertes humaines, massives, sont tues ou minimisées pour ne pas briser le moral déjà fragile de la population. En face, la Russie s'est muée en véritable économie de guerre. Sa production d'armement, portée par l'État et les industriels, surpasse désormais celle de l'OTAN dans des domaines clés comme les drones et l'artillerie. Ce rythme effréné permet à Moscou de renouveler rapidement hommes et matériel, un avantage crucial dans la guerre d'usure qui s'installe. Jamais le danger n'a semblé aussi imminent. C'est l'existence même de l'État ukrainien qui vacille. Le sort de millions de civils, la stabilité de l'Europe, la gestion des migrations et la crédibilité des gouvernements occidentaux sont suspendus à l'évolution de ce front. L'argent public, la sécurité collective et l'avenir du continent sont en jeu. Mais alors que le front semble prêt à céder, une question hante l'arrière. Combien de temps l'Ukraine peut-elle encore tenir? Et que feront les alliés occidentaux face à ce basculement? Cette guerre d'usure agit comme un miroir impitoyable de notre vulnérabilité collective. Quand le conflit se prolonge, ce ne sont plus seulement les armes qui tranchent, mais la capacité d'une société à résister à l'épreuve du temps. Première leçon, la logistique, le moral et l'économie deviennent les véritables arbitres. Sans carburant, sans munitions, sans soutien à l'arrière, même le plus grand courage s'épuise. L'invisible chaîne des approvisionnements compte autant que la ligne de front. Seconde vérité, trop souvent minimisée. L'aide étrangère, aussi massive soit-elle, atteint ses limites. Quand les années passent, les alliés doutent, les promesses se dissolvent et la mobilisation forcée ne peut éternellement masquer la lassitude collective. Les dettes s'alourdissent, les budgets souffrent, l'opinion se fatigue, rien n'est infini. Maintenir l'unité d'une société sous pression devient alors presque aussi difficile que de tenir le terrain. Les fissures sociales, la remise en cause du sens du sacrifice, la fatigue devant les pertes, testent la résilience nationale. Vient le poids terrible des choix politiques. Faut-il continuer coûte que coûte ou négocier?
quitte à céder sur certains objectifs. Derrière chaque discours, ce sont des millions de vies, et l'avenir d'une région qui se joue. La responsabilité n'a jamais été aussi lourde. À l'Ouest, l'opinion publique n'est pas simple spectatrice. Les contribuables voient dans leurs impôts alimenter un conflit lointain. Les débats sur la stratégie s'intensifient, nourrissant la tentation de freiner l'aide ou d'exiger des compromis. Ignorer les enseignements de cette guerre d'usure, c'est risquer de répéter les mêmes erreurs ailleurs. L'histoire regorge de conflits oubliés qui ont sapé la sécurité et le budget de sociétés trop sûres d'une victoire éclair. Cette crise rappelle que la prévoyance et la lucidité sont essentielles pour éviter l'impasse. Face à cette réalité, il ne s'agit pas seulement de comprendre la guerre, mais de repenser notre rapport au risque et à la solidarité. Chaque décision politique prise aujourd'hui façonne ou fragilise la sécurité de demain. Mais la ligne de front, elle, ne s'arrête pas d'avancer. À l'Est, chaque village perdu ou défendu emporte avec lui des conséquences immédiates pour des millions de civils. La carte peut évoluer, mais notre responsabilité envers l'histoire ne s'efface jamais. Ce que nous venons de décrypter dépasse de simples mouvements de ligne. À l'Est de l'Ukraine, la guerre d'usure atteint un seuil critique. L'épuisement stratégique rivalise désormais avec la conquête territoriale, et chaque recul ou percée pèse sur le destin de tout un continent. À chaque village déserté, chaque axe logistique perdu, ce sont des existences bouleversées, des équilibres fragilisés. La supériorité numérique et logistique de la Russie face à une défense ukrainienne éreintée peut bientôt décider non seulement de l'avenir d'un pays, mais aussi de la crédibilité de l'Europe et de la stabilité régionale. Fermer les yeux sur ces dynamiques, c'est accepter que d'autres conflits éclatent ailleurs et que les fractures s'aggravent au sein de nos sociétés. Cela pose des choix redoutables. Où diriger l'argent public? Quel engagement attendons-nous de nos gouvernements? Et jusqu'où la solidarité tiendra-t-elle face à l'épreuve du temps? Si la ligne de front continue son balai, il nous revient d'alimenter le débat, d'interroger nos certitudes et de refuser l'indifférence. Car à l'est de l'Ukraine, ce sont aussi les leçons de demain qui s'écrivent pour toute l'Europe. Désormais, la question n'est plus seulement militaire ou stratégique. Elle est morale, politique, collective, et chacun d'entre nous, à sa manière, se trouve concerné.